Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Éric Champagne. Je suis le directeur du Centre d'études en gouvernance et j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue au lancement du livre, le lancement canadien, en fait, parce qu'il y a eu un lancement en République démocratique du Congo auparavant, mais le lancement canadien du livre du professeur Joël Lisenga, qui vient de publier un livre intitulé Leadership politique et sous-développement en République démocratique du Congo. Je vais laisser la chance à notre président d'atelier de présenter plus en détail professeur Lisenga, mais je dois vous dire en tout début de parcours que cet événement est enregistré afin qu'on puisse rediffuser pour les personnes qui n'auront pas eu la chance d'assister en direct. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue. J'aimerais souligner donc la présence de deux collègues, à commencer par le professeur Ignace Ngola Maduku, qui est professeur adjoint à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal et à qui je vais céder la parole dans quelques minutes à titre de président de séance. Nous avons aussi la chance d'avoir avec nous sur le panel M. Michel Kifinga Ngoy, qui est journaliste spécialiste des questions politiques à la Radio des Nations unies au Congo depuis 2010 et fonctionnaire de la mission des Nations unies au Congo et qui assurera le rôle d'interlocuteur principal pour la séance d'aujourd'hui. Avant de céder la parole à mon collègue Maduku, j'aimerais saluer nos nombreux collaborateurs de l'Université de Kinshasa, à commencer par notre collègue et ami Célestin Kanemia, avec qui nous collaborons depuis 2019 sur des enjeux de gouvernance universitaire, mais aussi plusieurs collègues associés à des centres de recherche avec lesquels nous avons le plaisir de collaborer, dont le professeur Ignace Kamuna de l'ISTM, Francisco Rida, Henri Bonnard, Moussa Saad du CARAS, ainsi que des étudiants et chercheurs sous la supervision de mon collègue Joël du Centre de recherche d'études évaluatives de l'Université de Kinshasa. On pense à Samuel, on pense à Katambu, qui travaille donc sous la supervision de mon collègue. Et j'aimerais aussi saluer au passage quelques amis et collègues de l'Institut supérieur des techniques médicales de Kinshasa, Alexis Nze et Rémi Kanyinda Kazadi. Donc voilà, j'espère que j'oublie personne. Je vais revenir avec vous dans quelques instants après la séance là, de communication, de présentation du livre et d'échange avec nos collègues. Et je vais revenir pour la séance de questions. Je vous rappelle que pour les questions-réponses, vous allez utiliser un bouton qui est à votre disposition sur le Zoom. C'est le Q&A en bas. C'est notre préférence. On préférait que vous mettiez les questions dans cette partie-là. On pourra communiquer aussi par le chat avec vous quelques échanges d'informations en cours de route. Alors, sur ce, j'aimerais sans plus tarder céder la parole au président de séance, le professeur Ignace Ngola Maduku. Ignace, la parole est à vous. Je suis très heureux de vous savoir nombreux en ligne et heureux aussi de partager avec vous ce moment au cours duquel le professeur Joël Lisenga Bolila nous présentera son livre. Le livre qui a été publié aux éditions L'Harmattan en 2021 à Paris a pour titre « Leadership politique et sous-développement en RD Congo, la ville de Kisangani et ses élites postcoloniales ». Le professeur Joël Lisenga enseigne à l'université de Kinshasa, détenteur d'un PhD en sociologie. Il est professeur ordinaire à la faculté des sciences sociales et politiques. Il est aussi affilié au Centre d'études de gouvernance à l'Université d'Ottawa. Il mène actuellement des recherches sur les croyances religieuses et la santé mentale en milieu immigrant de l'Ontario. Sans plus tarder, je vais lui accorder la parole pour une présentation des grandes articulations de son livre et ensuite il pourra entrer en dialogue avec Michel. Joël, à vous la parole.
Merci Ignace pour la parole que vous m'accordez. Merci Eric. J'aimerais avant tout remercier très sincèrement le Centre d'études en gouvernance de l'Université d'Ottawa, ici représenté par le professeur Éric Champagne, le directeur du centre, mais également je remercie très sincèrement la coordonnatrice, Madame Anne Bogic, et qui, le deux se sont vraiment impliqués pour rendre possible, matérialiser cette cérémonie. Je suis très reconnaissant et au nom de tous les membres du centre et de tous les staffs du centre d'études en gouvernance de l'Université d'Ottawa, je dis sincèrement merci. Et parce que je dois présenter en résumé l'ouvrage que nous avons écrit, intitulé « Leadership politique et sous-développement en République démocratique du Congo, la ville de Kisangani et ses élites ». Brièvement, je vais dire que ce livre cherche à provoquer une rupture, une prise de distance par rapport aux thèses conspirationnistes et alarmistes excessivement mises en exergue dans plusieurs travaux de recherche portant sur les causes du sous-développement des États africains post-coloniaux en général et la République démocratique du Congo en particulier. Son point de départ est une question de l'agentivité de l'élite politique face au développement de sa nation, abordée à partir des contextes sociaux politique de la ville de Kisangani, chef-lieu de la province orientale. Il apparaît de nos investigations que la persistance d'une élite acharnée pour le leadership sur fond de discorde, sur fond de guerre entre le leader de différents districts de cette province, de cette ville de Kisangani, est à la base de son sous-développement depuis l'accession du pays en indépendance. Avec cette guerre du leadership, les élites politiques n'arrivent pas à donner l'impulsion nécessaire pour booster le développement de la ville. Réfléchissant sur les rapports entre le leadership et le développement en République démocratique du Congo, l'ouvrage met en corrélation les principaux indicateurs de cette lutte pour le leadership et leurs conséquences sur le développement depuis l'accession du Congo à l'indépendance jusqu'à ce jour. Et qu'est-ce que le lecteur de cet ouvrage va découvrir? Il y a d'abord une double quête, c'est-à-dire la première, les combats à mener contre ce que nous appelons ici le leadership du sous-développement et les nationalismes du sous-développement qui bloquent pratiquement le développement des entités décentralisées de la République démocratique du Congo depuis l'accession du pays à l'indépendance. Et la deuxième quête que le lecteur va découvrir, c'est qu'il faut promouvoir le leadership de développement. Il faut imprimer les nationalismes du développement afin de permettre à toutes les élites qui sont au pouvoir d'amener le pays, de mettre le pays sur les rails de développement. Ce sont des concepts clés sur lesquels nous avons travaillé, c'est-à-dire le leadership de développement à l'opposé du leadership du sous-développement et le nationalisme de développement à l'opposé, nous avons les nationalismes du sous-développement. Voilà en gros ce que nous avons comme contenu de ces travaux, de cet ouvrage.
Et s'il faut présenter les grandes équilibrations, les grandes parties de l'ouvrage, je dirais qu'il y a 5 chapitres au total. Le premier chapitre porte sur la notion du leadership politique de développement, opposé à celui du leadership politique du sous-développement, et puis la notion de nationalisme de développement opposé à celle de nationalisme du sous-développement. Toujours dans le premier chapitre, nous essayons de décrypter un peu le repère sociopolitique de la ville de Kisangani. Au deuxième chapitre, nous présentons de manière chronologique l'évolution de l'élite politique congolaise en général et de la ville de Kisangani en particulier. Et puis au troisième chapitre, nous analysons la lutte pour le leadership au sein de l'élite politique de la ville de Kisangani. Au quatrième chapitre, nous essayons de parler des élites politiques locales de la ville de Kisangani, en parlant de l'éclosion de ce que nous appelons le nationalisme de développement et au virage vers le nationalisme du sous-développement. Et enfin, au cinquième chapitre, nous essayons d'analyser la lutte pour le leadership et nous proposons des solutions pour permettre à la République démocratique du Congo de sortir du gouffre du sous-développement à partir de la construction d'un leadership de développement et le nationalisme de développement. Voilà. Un peu en gros, c'est que je vais dire, Ignace, comme contenu de cet ouvrage. Voilà. Merci. Merci Joël de cette présentation succincte des grandes articulations de votre livre. C'est en 5 chapitres que vous abordez cette thématique qui est assez importante au regard de l'actualité de la RDC. Et l'intérêt de votre ouvrage tient au fait que vous abordez cette thématique non pas seulement à partir d'une entrée spéculative, mais plutôt en adossant cette entrée spéculative à la réalité concrète, et une réalité concrète qui est choisie en fonction de l'importance de cette ville Kisangani, qui est considérée comme le berceau du nationalisme en RDC. Un point à noter par rapport à votre approche du leadership, c'est de l'avoir arrimé à la bonne gouvernance à partir de 2 types. Un type constructif et un type destructif, et cela en rapport avec les apports positifs ou négatifs du leadership. C'est ainsi que vous avez forgé le concept de leadership du développement ou du sous-développement, ou le nationalisme du développement et sous-développement. À beaucoup d'égards, votre livre a suscité l'intérêt de Michel, qui, comme l'a présenté Éric, s'intéresse aussi aux questions de gouvernance et de développement. Michel, qui achève bientôt une recherche en DEA, prépare une thèse sur le thème médias, leadership et gouvernance politique, résolution des conflits pour le développement. La personne la mieux placée comme interlocuteur et pour échanger avec vous et débattre avec vous sur ce thème de leadership est bien Michel. Je vais lui accorder la parole et après quoi la parole sera redonnée à l'Assemblée, à ceux qui suivent en présentiel et en ligne. Et comme l'a suggéré Éric, les questions pourront être envoyées et notées, et par le site, on pourra alors échanger avec Joël et son interlocuteur. Michel, à vous la parole. Merci beaucoup, cher Ignace, pour la parole.
Je suis très content de participer à ce webinaire parce que j'ai pris le temps de lire avec beaucoup d'intérêt ce livre du professeur Joël Lisenga, livre qui pour moi me paraît très nouveau dans la perception de l'opinion de la RDC sur le sous-développement de l'Afrique et de la RDC en particulier. Vous savez, depuis longtemps, la thèse qui a toujours été soutenue est que la pauvreté, le sous-développement est dû principalement à la colonisation, à l'impérialiste. Mais cette fois-là, c'était pour la première fois, en fait, de voir une thèse tout à fait contraire qui remet la responsabilité du sous-développement de notre pays, de la RDC ou de l'Afrique en général, aux Congolais eux-mêmes, aux leaders, ceux qui gouvernent ce pays. Et ça, c'est une perception tout à fait nouvelle. C'est comme ça que nous qui travaillons dans le domaine politique, qui sont très proches des gouvernants, des leaders, nous avons eu le temps de lire ces livres avec beaucoup d'intérêt, à la fois comme scientifique, mais aussi comme politique. Voilà. Mais du coup, beaucoup de questions de curiosité me rongent et je suis très content qu'une nouvelle opportunité me soit offerte d'être devant l'auteur du livre et je crois que mes préoccupations sont scientifiques de plusieurs lecteurs du professeur Joël Lisenga qui ont eu le temps de découvrir ce livre, mais aussi des milliers d'autres qui ont soif de découvrir les lignes de ce livre. Et ces questions sont pertinentes. Je commence avec la première. Pourquoi avoir choisi la ville de Kisangani alors que la capitale de la République démocratique du Congo est bel et bien Kinshasa, siège des institutions où tous les leaders politiques y logent, y siègent et exercent leur leadership politique? Pourquoi seulement la Joël Lisenga? Je suis impatient d'écouter votre orientation. Merci beaucoup, cher Michel. Je connais votre expérience dans le domaine politique, dans les domaines journalistiques au niveau des Nations Unies au Congo. Merci de vous avoir impliqué investi pour la lecture de cet ouvrage que nous considérons comme étant un cadeau donné à la nation. Pour ne pas parler de la Bible, ce serait un peu très fort. Nous avons essayé de nous impliquer pour donner le maximum de nous-mêmes pour que cet ouvrage puisse contenir le maximum d'informations possibles sur la question du leadership. Pourquoi la ville de Kisangani, alors que les enjeux politiques au Congo se jouent au niveau de la capitale, Kinshasa? Il y a plusieurs raisons. Je vais essayer ici de le résumer en 3. Premièrement, il faut savoir que la ville de Kisangani, en République démocratique du Congo, est une agglomération très importante sur le plan géostratégique. C'est la plus grande ville située entre la partie est du pays et la partie ouest où se trouve la capitale. C'est-à-dire, elle est située au centre de tous les enjeux de la République. Et au niveau de la ville de Kisangani, il y a cette mixité culturelle, c'est cette sorte de multiculturalisme qui fait que la ville puisse être dans une position de contenter toutes les tendances politiques. Avec sa position géostratégique, comme je disais, lorsque, par exemple, une guerre ou un mouvement commence dans la partie est, il arrive à Kisangani, ce mouvement a plus de chances d'arriver dans la partie ouest parce que
la ville essaye un peu d'avoir de jouer les ponts entre les deux grands pôles de notre pays. Alors, et ce qui a fait que quelqu'un, un auteur qui avait écrit sur Kisangani, je crois c'est Benoît Verhagen, qui disait que lorsqu'on veut analyser les enjeux politiques, socioculturels qui se passent au Congo, il faut tout simplement voir ce qui se passe à Kisangani. Vous comprendrez déjà, vous pouvez lire l'ensemble du Congo à partir de cette ville qui est assez multiculturelle et où toutes les tendances se retrouvent. Il y a une neutralité sur plusieurs plans. La deuxième raison, c'est que les contextes politiques, sociopolitiques de la ville de Kisangani projettent un peu l'image de tout ce qui se passe sur l'ensemble du pays. Nous avons une élite politique divisée à des grandes tendances. Il y a d'un côté ce qui représente les 3 districts, et puis il y a un district qui se trouve sur place dans la ville, qui est très proche du chef-lieu de la province. Alors, les 2 groupes d'élites s'affrontent autour d'un certain nombre d'intérêts, oubliant pratiquement tout ce qui peut amener la ville à se développer. Et cette tendance-là, on peut la lire un peu partout. On peut la lire, on peut projeter cette tendance-là sur l'ensemble des entités décentralisées du Congo, les contextes sociopolitiques. Et le troisième élément, c'est que la ville de Kisangani, je crois Ignace l'avait dit tout à l'heure, est le berceau du nationalisme congolais. Bien avant l'indépendance, on a compris que cette ville regorge de valeurs nationalistes. C'est là que la plupart, je dis pour ne pas exagérer en disant tous les leaders, la plupart des leaders politiques qui ont émergé au Congo ont commencé à Kisangani, où on connaît leur ascension politique dans la ville de Kisangani, à commencer par le père de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, qui a émergé à Kisangani. Ils sont nombreux, l'ancien cardinal Laurent Mosengo, paix à son âme. Et il y a l'ancien président de la République de l'Est, Christophe Beignet, l'ancien président de la République de l'Est sous sécession, Christophe Beignet, Guy Zenga, je voulais citer. Ils sont très nombreux qui ont connu leur ascension politique dans la ville de Kisangani à cause de cette tendance nationaliste qui donne l'opportunité aux élites politiques de toutes les provinces de se retrouver dans ce champ politique pour émerger. Ce qui fait que c'est une ville qui comprend des enjeux et qui a des acteurs de toutes les tendances et une ville qui donne pratiquement l'image de l'ensemble de la République. Alors, les cas de figure que nous avons pris pour l'élite politique de cette ville renvoie tout simplement à tout ce qui se passe un peu partout parce que les élites de toutes les provinces y sont représentées. Voilà un peu, cher Michel. En tout cas, merci beaucoup, cher Joël. C'est très, très intéressant. Et du coup, je réalise combien la ville de Kisangani est stratégique. Une autre nouvelle perception de la vie politique dans ce pays où on a tendance à comprendre que les jeux politiques ne se jouent que sur Kinshasa, alors qu'en réalité, et l'histoire le démontre, la ville de Kisangani est très stratégique. Mais d'un point de vue scientifique, je reste intéressé par la démarche épistémologique et méthodologique que vous avez empruntée pour arriver aux conclusions que vous nous présentez dans ce livre. Très bien. Je vais peut-être vous épargner
des démonstrations purement académiciennes. Je vais dire de manière brève que nous avons été inspirés dans cet ouvrage par la théorie de champ politique de Pierre Bourdieu, le champ social, la théorie des champs sociaux, appelée autrement aussi la théorie des champs politiques. Et à partir de la théorie des champs sociaux, nous avons considéré la ville de Kisangani comme étant un champ politique qui a à son sein des acteurs, qui compte des acteurs, qui jouent au jeu, et le jeu des acteurs se joue autour d'un certain nombre d'enjeux. Les enjeux constituent le motif de jeu que les acteurs jouent dans ce champ politique qu'est la ville de Kisangani. Et puis, quels sont les enjeux qui sont dans ce champ politique? Et écoutez, c'est tout simplement le différent, ce que Bourdieu appelle les formes des capitaux, les différentes formes des capitaux qui sont dans le champ politique de la ville de Kisangani. Et nous avons les capitales économiques, nous avons les capitales politiques, nous avons le capital social, les capitales culturelles, les capitales politiques. Si je peux prendre cet exemple-là, c'est tout simplement la lutte pour les leaderships s'effectue autour des postes, parce que lorsque vous occupez un poste dans ce champ politique de la ville de Kisangani, c'est très facile que vous puissiez émerger au niveau national. Et voyez Lumumba, qui était là, président de l'association des évolués d'Estaing-le-Ville en 1944, et il a évolué jusqu'à devenir le père de l'indépendance. Et les exemples sont légion. Il y a les capitales économiques, c'est une ville riche. Autour de la ville de Kisangani, il y a tout ce qu'on peut compter en République démocratique du Congo comme minerais, ainsi de suite. Et les acteurs sont dans la lutte aussi autour de ces capitales-là. Il y a les capitales sociales, tout ce qu'il y a comme relation que les élites politiques peuvent tisser, tout ça. Mais le problème, comme je l'ai dit au départ, c'est que en étant en confrontation sur le champ politique, ils oublient l'essentiel, c'est-à-dire le développement de la ville, donner l'impulsion pour promouvoir la ville. Une ville qui était très bien construite pendant l'époque coloniale, une ville qui contient tout et pratiquement qui est devenue très sous-développée, pour ne pas exagérer. Donc, voilà. Aussi, l'élément méthodologique que je vais ajouter en dehors de la théorie des champs sociaux, c'est que ces livres que nous avons écrits et a l'importance, ou alors je dirais, nous avons eu l'occasion de donner la parole aux témoins de l'histoire, aux témoins authentiques de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui évolue dans le milieu politique à travers les entrevues, le questionnaire, les techniques documentaires. Vous savez que nous avons été nous-mêmes stagiaires pendant presque 2 ans au musée royal des Tervuren en Belgique. Nous avons eu l'occasion de lire toute la documentation sur le Congo, sur les élites politiques du Congo. Et voilà, à travers toutes ces techniques l'échantillon boule de neige, nous avons eu à donner la parole à tous les témoins de l'histoire pour essayer de construire des informations assez pertinentes, de tirer des conclusions pertinentes sur ces livres. Voilà. Je crois, Michel, je ne sais pas. Merci beaucoup, professeur. On évolue, mais je suis aussi intéressé par le fait que vous avez associé tout de suite le leadership au sous-développement.
Qu'est-ce qui a motivé? Pourquoi vous n'avez pas associé le leadership au développement, mais vous avez vu tout de suite le sous-développement, alors qu'on sait que quand on parle de leadership, c'est toute une action qui est orientée vers le développement? Oui, Michel, c'est très important. C'est une question très, très pertinente. Je crois que tout à l'heure, on parlait avec Eric avant de commencer notre webinaire. On discutait un peu sur ce qu'on appelle le paradoxe congolais. Ce qui nous a motivés, c'est exactement ce paradoxe. Cette question qui taraude un peu l'esprit de tout Congolais, de tous ceux qui observent la scène politique congolaise. Quelle est la question? Comment un pays potentiellement très riche, comment un pays potentiellement très riche, un pays pourvu d'intellectuels, un pays qui a tout ce qu'on peut compter dans le monde comme richesse en ressources humaines, sur le plan, je ne sais pas moi, de fleuves, forêts, minéraux, sol, population, si j'en ai plus de 70%, peut se retrouver dans un sous-développement, dans les carcans du sous-développement inacceptable. C'est cette question qui dégage un peu ce que j'ai appelé tout à l'heure le paradoxe congolais, qui avait motivé, qui m'avait motivé à travailler sur le leadership et les sous-développements. Nous avons essayé de tracer un peu notre chemin en disant il faut sortir des sentiers bâtis, cherchant les causes du sous-développement ailleurs. Il faut voir le sous-développement par nous-mêmes, essayer de nous regarder en face pour dire qu'il y a un problème d'homme. C'est ça que nous avons dit. Quel type de leadership, quel type d'impulsion est donné au niveau du Congo? Est-ce cette impulsion est-elle suffisante ou insuffisante? Est-elle suffisante pour promouvoir le développement? Je crois que c'est là. Jusque-là, non. Lorsqu'on observe les différents régimes qui se sont succédés au pays depuis 60, à commençant par Kasavubu, nous passons par Mobutu, nous passons par le président Laurent Désiré Kabila, le président Joseph Kabila, jusqu'aujourd'hui nous sommes avec Tshisekedi. Mais est-ce tous ces dirigeants et leurs accompagnateurs ont-ils donné une impulsion positive pour relancer le pays sur la voie de développement? Moi, j'ai dit non. J'ai dit non, c'est un secret de Polichinelle. Je crois que pour me résumer par rapport à votre question, je dirais que la question principale, c'est celle qui taraude l'esprit de tout celui qui observe aujourd'hui les Congos, où se trouvent les cuivres, où se trouvent les coltons pour nos smartphones, pour nos ordinateurs, où se trouve le bassin du Congo avec la plus grande forêt et où se trouve tout ce qu'il y a, le fleuve Congo, les réserves en eau potable. Mais malheureusement, nous sommes toujours dans les carcans du sous-développement, dans le gouffre du sous-développement. C'est pourquoi nous avons essayé de dire il faut lier le leadership qui dirige le pays par rapport à la question du sous-développement. Voilà. Merci Michel. Je crois avoir répondu un peu. Tout cela, on peut trouver dans ces livres. Et lorsque vous lisez déjà dès le deuxième chapitre, vous allez voir que nous essayons de répondre à cette question. Mais professeur, peut-être une autre préoccupation. Si réellement la classe politique congolaise est constituée de médiocres, comment expliquez-vous que la plupart des éminents professeurs des universités
qui font partie de cette classe politique n'arrivent pas à mettre leurs connaissances au service du développement de la RDC? Ah oui, c'est une très bonne question. Je crois que Ignace n'est pas épargné à cette question. Il est concerné aussi, hein, parce que il enseigne à Montréal, moi aussi, et nous sommes tous professeurs, et je crois que peut-être qu'il fallait poser la question et tous les intellectuels qui entrent. Je vais répondre que c'est vraiment un système. Le professeur qui entre dans la classe politique, ils entrent dans un système. Et vous savez que tout système a la capacité d'inféoder ces éléments. Les systèmes phagocytes a la capacité de phagocyter ces éléments pour donner à ces éléments, à tout ce qui entre dans les systèmes, ce que j'appellerais ici la conscience des conditions ou la conscience des classes, la conscience du système. Tous ceux qui viennent, tous les professeurs qui viennent en politique, la plupart sont déjà un peu clochardisés, excusez-moi de les dire un peu à des termes peut-être pas non appropriés. La plupart sont clochardisés, la plupart n'ont pas le moyen nécessaire pour tenir face aux besoins majeurs, aux besoins vitaux. Alors, lorsqu'ils entrent dans les systèmes proposent un certain nombre d'avantages. Et ce qui se passe dans cette classe politique, c'est que au lieu que les professeurs, les intellectuels qui entrent influencent le système, mais c'est l'inverse, c'est les systèmes qui influencent le professeur, les intellectuels. Je pense que ces professeurs devaient être tout simplement devaient être placés dans de meilleures conditions pour prendre distance de cette classe politique et donner des idées objectives capables de changer les systèmes. Mais lorsque le professeur y entre et tout de suite ils sont phagocytés, ils entrent dans le jeu du système, automatiquement la contribution est insignifiante. Je ne sais pas, peut-être que nous en parlons d'ailleurs dans le dernier chapitre de ces livres réservés à la discussion. Peut-être qu'Ignace voudra bien commenter parce qu'il est professeur, il va aussi à Kinshasa et enseigner, mais je pense que la réponse est celle-là, c'est-à-dire les professeurs se retrouvent phagocytés par les systèmes qui est en place. Et puis, les professeurs devaient prendre distance de ce qui se fait en étant dans de meilleures conditions. Lorsqu'ils y entrent, ils devaient garder leur objectivité pour essayer de changer le système. Une vraie coïncidence, professeur, entre ce que vous affirmez dans votre livre et ce qu'affirme un ancien Premier ministre qui est aussi professeur d'université. Je parle d'Augustin Matata Mponyo, ça c'est une question vraiment d'actualité. Il a même créé un parti politique dernièrement où il insiste que le salut de la RDC se cache par un leadership de qualité associé à une gouvernance de qualité. Et effectivement, c'est ce que vous avez affirmé dans votre livre. Je me demande même si il ne vous a pas lu avant de prendre cette affirmation, ou ce n'est pas vous qui avez échangé avec lui en amont avant de tirer les conclusions de votre ouvrage. Mais il y a une telle symbiose dans votre façon de penser avec lui qui a déjà géré ces pays en tant que Premier ministre. Et ça nous pousse à attirer encore beaucoup plus de curiosité sur la notion du leadership et du développement. Alors, professeur, dites-nous comment vous avez défini le leadership au développement. OK. Avant de répondre
à cette question. Je vais dire honnêtement, pour être honnête, lorsque ce livre est sorti, les collaborateurs de l'ancien Premier ministre Matata, qui vient de créer un parti politique qui travaille sur les questions de leadership, m'ont contacté. Je pourrais être un peu franc. Ils m'ont contacté, ils voulaient même essayer de publier ou d'organiser quelque chose sur l'ouvrage. J'ai été contacté dans ce sens-là. Bon, malheureusement, et les choses n'ont pas évolué, et que comme j'étais à Ottawa, les choses n'ont pas évolué comme souhaité. Pour répondre à la question, comment nous définissons le leadership politique de développement? Je vais adopter les termes assez simples. Le leadership de développement, c'est tout simplement un leadership visionnaire, un leadership positif qui donne l'impulsion, un leadership qui donne l'impulsion, qui conduit vers les développements. Parce que dans le premier chapitre de cet ouvrage, nous les démontrons clairement que tout leadership ne conduit pas au développement. Il ne suffit pas de parler to lead en anglais, la capacité de drainer, d'amener, d'emporter. Et ce verbe, tout leadership ne conduit pas au développement. Il y a également du leadership qui sont menés et ça conduit au sous-développement. Et c'est ça que nous avons dit, il faut parler du leadership visionnaire, le leadership révolutionnaire. Et ce type de leadership est incarné par des individus qui ont des idées, qui ont de meilleures idées, pour promouvoir l'air millier, pour promouvoir l'entreprise. C'est pas seulement au pays, l'entreprise, toute forme d'organisation. Et à l'opposé du leadership de développement, c'est ce que nous avons appelé aussi le leadership du sous-développement. Il y a également le nationalisme de développement est opposé à celui du nationalisme de sous-développement. Les nationalismes du sous-développement, c'est pratiquement le nationalisme de développement, c'est pratiquement un nationalisme positif, une vision réelle, l'amour réel de la patrie qui doit habiter tout citoyen. Je vais donner un exemple. Il y a quelques jours, une semaine exactement, ici où je suis au Canada en ce moment, il y avait une tornade, tempête qui a pratiquement causé des dégâts énormes et l'électricité, une bonne partie de la ville d'Ottawa était privée d'électricité. Alors, sur la route, quand je préparais pratiquement ce webinaire, j'ai constaté quelque chose sur la notion du nationalisme de développement. Sur la route, il y avait plus d'effets de signalisation dans plusieurs intersections de la ville, parfois même à des endroits très sensibles pour circuler, mais il n'y avait pas de feu. Mais je circulais, j'étais au volant, je n'ai jamais connu d'embouteillage. Vous voyez, la notion de la citoyenneté m'est tout de suite revenue à l'esprit pour dire que, écoutez, les gens ont la notion de la citoyenneté et de surcroît la notion de la nation. La notion de la nation en danger, la notion du nationalisme par dérivé. Donc, je vais dire qu'il y a les leaderships de développement, il y a les nationalismes de développement qui sont des éléments importants pour le développement d'un pays que les citoyens, les élites politiques doivent incarner. Voilà un peu, Michel, pour répondre à votre question. Alors, professeur, il y a plusieurs participants qui sont très intéressés par vos explications et qui posent des questions. Le temps pour nous de leur laisser aussi
vous faire parvenir certaines de leurs préoccupations. Mais je vais juste vous poser une dernière petite question, parce que c'est une question d'actualité. Vous savez, dans une année, la République démocratique du Congo sera appelée à élire ses nouveaux dirigeants. Et justement, ça tombera à pic parce que les notions de leadership et de développement devront intervenir en ce moment-là pour orienter les électeurs à choisir les dirigeants qu'il faut. Et donc, votre livre pourrait être servi comme boussole pour toute la nation, à savoir qui élire, à qui confier le destin de ce pays. Mais professeur, je suis quand même intéressé. Vous avez affirmé que la convoitise occidentale des richesses congolaises n'est pas du tout la cause principale du sous-développement de ce pays, mais c'est une question de mauvais leadership. Dites-nous, professeur, que préconisez-vous dans votre ouvrage pour amener la RDC à un vrai développement? Nous sommes à la veille des élections. Qu'est-ce que vous conseillez à l'opinion de la République démocratique du Congo? Comment doit-on se comporter pour arriver à promouvoir un vrai leadership de développement dans cet État qui se veut démocratique? Très bonne question, cher Michel. Je crois que la réponse est simple. Au bout des lèvres, d'ailleurs, je vais dire qu'il faut construire un leadership de développement, un leadership politique de développement. Et à la veille des élections, comme vous l'avez dit, les citoyens doivent être orientés. Il faut suivre les candidats qui va faire montre du leadership de développement dans son programme. C'est très simple. Beaucoup viennent, c'est vrai, comme le disait un auteur latin, et les hommes politiques ont toujours eu des discours, un avant d'avoir le pouvoir et un second après avoir reçu et conquis le pouvoir, mais il faut voir le programme de chaque candidat, voir lequel de programme conduira le pays vers le développement. Des hommes, la RDC a besoin des hommes crédibles, des hommes qui ont cette conscience-là, les hommes qui ont la vision. Vous savez qu'en ce moment, notre pays est agressé. Vous êtes un grand journaliste au pays, très suivi à la radio des Nations Unies. Notre pays est maintenant en guerre. Ça, c'est un secret des polichinelles. Depuis une semaine, la République démocratique du Congo est en guerre avec son voisin Rwanda qui a envahi le Congo. Et nous avons besoin de dirigeants pour les prochaines échéances qui ont la vision pour anticiper ces genres de situations. Ces genres de situations, notamment la guerre. Nous avons besoin de dirigeants qui ont ce sens de nationalisme de développement, ce leadership de développement. Et lorsqu'on n'a pas la vision, on va essayer de tourner à rond, on va se contenter de ce qu'on a comme richesse, on va chercher des boucs émissaires. Vous l'avez dit, beaucoup de thèses s'orientent vers l'Occident, notre malheur, c'est l'Occident, et notre malheur, c'est... Oui, c'est vrai, il y a une part de responsabilité, on ne doit pas se voiler de face. C'est vrai, il y a une part de responsabilité de la part de l'Occident, mais la grande partie, c'est vrai, nous revient. La responsabilité revient aux élites politiques. Il faut que le pays puisse bâtir ces leaderships politiques de développement et puis ces nationalismes de développement. Les citoyens doivent examiner en face tous les candidats qui vont se présenter, à commencer par la présidence de la République et à tous les niveaux. Voilà ce que je peux dire. Et nous en parlons avec beaucoup de détails dans cet ouvrage. En tout cas, merci professeur. Nous sommes largement satisfaits et nous remettons la parole au professeur Ignace Ndongala pour voir ce que les participants ont apporté comme apport, comme enrichissement dans le débat.
Merci beaucoup, Michel, et merci, Joël, pour cet échange fructueux et suggestif. Je vais répondre juste sur la question posée par Michel, celle relative à l'apport des intellectuels au développement du Congo. Et là, juste pour faire une suggestion, Joël, par rapport à l'écriture de son livre, et il me semble qu'il y a une exigence d'introduire les principes éthiques dans la réflexion sur le leadership, car il se pose la question des valeurs assorties à l'exercice de ces leaderships que Joël voudrait bien visionnaires et révolutionnaires. Et là-dessus, je crois que Joël a encore du pain sur la planche pour y réfléchir et peut-être demain nous proposer un nouvel ouvrage. Nous avons maintenant le temps d'échanger avec l'auteur grâce à l'éclairage apporté par Michel. D'aucuns parmi nous ont déjà noté leurs questions. Je vais accorder la parole à Eric qui va gérer ce temps d'échange. Eric, à vous la parole. Merci, Ignace, et je remercie aussi Michel pour ces questions très pertinentes et très engageantes aussi. Et je constate que le sujet abordé inspire aussi d'excellentes et de nombreuses questions de la part des participants. Je vous encourage donc à utiliser le bouton tout en bas de votre écran Zoom Q&A et donc d'utiliser, vous le voyez, vous l'avez déjà repéré parce qu'on voit de nombreuses questions. Et j'aimerais aussi vous encourager, j'en profite au milieu de notre séance pour vous encourager à garder le contact avec le Centre d'études en gouvernance. Je vais partager quelques informations dans la boîte chat pour que vous puissiez vous abonner à notre bulletin ou nous suivre par le biais de nos réseaux sociaux. Alors, je voulais juste mentionner ça d'ici la fin de la séance. Je partagerai ces informations. Mais sans plus tarder, commençons avec la question qui nous parvient de Laurent Matondo, qui vous envoie ses félicitations, Joël. Et sa question est de savoir quel modèle de leadership pourrait aider la ville de Kisangani à ne plus être au cœur de ces ténèbres ou hors du trou noir. À vous la parole, Joël. Merci Eric, merci Matondo. Je pense que je l'avais dit dans notre échange tout à l'heure avec Michel, le type de leadership approprié pour le Congo et la ville de Kisangani en particulier, c'est le leadership politique de développement que je définis ici comme étant un leadership visionnaire, un leadership révolutionnaire, un leadership constructif. Et à côté de ces leaderships, lorsque nous essayons d'ajouter les nationalismes du développement, ça peut produire l'essor de la ville de Kisangani et de l'ensemble de la République démocratique du Congo. Je vais profiter de la question de Laurent pour dire quelque chose. Le nationalisme du développement associé au leadership de développement. Lorsque nous étions dans les enquêtes, lorsque nous faisions nos enquêtes sur terrain, nous avons rencontré un politicien important au Congo et qui a vécu dans les années 60, qui était même président de la République de l'Est pendant la rébellion. Et ce monsieur, je lui ai posé la question et j'ai dit, bon, écoutez, je fais mes enquêtes sur la ville de Kisangani, vous avez participé à la rébellion mouléliste de 64 et il y a eu beaucoup de morts pendant cette période, pendant cette rébellion. Il y a eu le progressiste qui s'affrontait aux nationalistes et ainsi de suite. Ça a produit, la ville a connu beaucoup de cas de décès.
et de massacres. Et je lui ai dit, vous êtes cité parmi les auteurs de ces massacres parce que vous aviez une armée dans la ville de Kisangani. Il m'a regardé, il m'a dit, mais écoutez Joël, ce massacre-là, c'était au nom du nationalisme. Nous avons tué au nom du nationalisme. Moi, j'ai dit, mais c'était des milliers de personnes. Au point qu'aujourd'hui, la ville de Kisangani, lorsque vous examinez les sex ratios de la ville de Kisangani, c'est l'une de villes au monde qui a presque 80% de femmes par rapport aux hommes. Parce que beaucoup sont tués. C'est une ville qui a connu beaucoup de rébellions, beaucoup de guerres jusqu'à 2003, où les deux armées étrangères, l'armée ougandaise et rwandaise, se sont battues en pleine ville, se sont affrontées en pleine ville de Kisangani. Et dans tout ça, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup d'hommes qui étaient tués. Et pour revenir à ce que je disais, ce politicien me dit, non, nous avons tué au nom du nationalisme. Je lui ai dit, mais c'est quel type de nationalisme? Et là, ça renforce un peu ce que je disais tout à l'heure. Le nationalisme, c'est le nationalisme du sous-développement. Ce n'est pas un nationalisme constructif. Donc, le leadership qu'il faut pour le développement de la ville de Kisangani, c'est le leadership politique du développement et non celui du sous-développement. Et à côté, il faut ajouter le nationalisme du développement. Parce que le nationalisme du sous-développement ressemble un peu au nazisme, bien sûr. Merci, Joël. Une question provenant de Maliki Hashimou. En fait, il y en a deux, alors je vais poser les deux ensemble. Prof. Joël, pourrait-il nous donner les principaux indicateurs de la lutte au leadership à Kisangani et, au besoin, nous montrer comment chaque indicateur aurait empêché le développement de la province de la ville de Kinshasa? Et il pose une autre question, c'est en évoquant à la fois le leadership et le nationalisme, peut-on montrer la part de chaque catégorie ou son ampleur au sous-développement? Donc, entre leadership et nationalisme, est-ce qu'on est capable de faire la part de la contribution au niveau des enjeux de sous-développement? À vous la parole, Joël. Les indicateurs sont très nombreux pour désigner le leadership politique du sous-développement dans la ville de Kisangani. Il y en a nombreux. Et c'est d'abord cette guerre en permanence entre les élites politiques. Quand je parlais ici de la démarche méthodologique, je disais qu'il y a des enjeux autour desquels les élites politiques s'affrontent. Cette manière de s'affronter est oubliée, de s'affronter autour des enjeux notamment économiques, des capitaux économiques, politiques, autour des postes. Et cette manière de se focaliser sur les intérêts personnels, nous avons multiplié les exemples dans les livres, et il y a notamment des projets de développement qui sont proposés dans la ville de Kisangani. Il y a un camp qui ne trouve pas son compte, automatiquement fait en sorte que le projet soit bloqué, par exemple, au niveau du Parlement. Il y a des cas, les cas sont vraiment légion, et il y a, par exemple, le fait que le projet ne répond pas à mes intérêts, automatiquement, je dois faire en sorte que nous puissions constituer un bloc pour essayer de rejeter ces projets dans le vote au Parlement. Ça sont les indicateurs patents qui représentent ce que j'appellerais ici le leadership de développement, des sous-développement, et puis le nationalisme des sous-développement. Il y a plusieurs cas que l'on peut multiplier ici, notamment l'installation de la société textile de Kisangani, qui était le projet était conçu à 1977 par le président Mobutu pour essayer de récupérer tous les jeunes désœuvrés de la ville de Kisangani pour, après la rébellion de 1964,
parce que ce jeune n'allait pas à l'école, la plupart étaient dans le mouvement rebelle. Alors, Mobutu, le président Mobutu à l'époque a conçu ce projet-là, mais le projet, pour être mis en pratique, était bloqué par les élites politiques d'un groupe qui avait constaté que, bon, écoutez, nous n'avons pas d'intérêt pour ce projet-là. Il fallait que le président Mobutu puisse s'imposer pour que le projet passe. C'est pourquoi aujourd'hui, la ville de Kisangani a une usine textile. Un autre indicateur, c'est que la succession même des guerres qui sont à Kisangani, qui sont à Kisangani depuis après l'indépendance. Vous avez à 64 la rébellion mouléliste. À 66, il y a eu les Diabos, les ex-gendarmes katangais qui ont envahi la ville de Kisangani. À 68, vous avez le mercenaire Bob Denard, le mercenaire français Bob Denard et Jean Scram qui avaient envahi Kisangani. Et vous avez à 96 la rébellion de l'AFDEL avec le défunt président Laurent Désiré Kabila qui ont envahi Kisangani. Il y a une complicité toujours des élites. À 2001, j'en parlais ici, il y a eu des armées étrangères, l'armée ougandaise et l'armée rwandaise qui se sont affrontées en pleine ville de Kisangani. Et dans toutes ces guerres qui se sont succédées dans la ville de Kisangani, il y a une complicité de l'élite. Alors là, on sent pratiquement un indicateur patent du nationalisme de développement et du leadership, du sous-développement et de leadership de sous-développement et puis des nationalismes de sous-développement. Voilà un peu pour répondre brièvement à cette question. Merci, Joël. J'aime bien aussi cette question provenant de Christian Néo. Quel levier pour développer un leadership plus responsable? Et si tu me permets, je dirais qu'une des contributions quand même importantes de ton ouvrage, c'est d'avoir tenté de fournir une variété de définitions et de conceptions du leadership. Je pense au leadership serviteur, au leadership éducateur et formateur, homme d'écoute, etc., qu'on retrouve dans ton livre. Donc, premièrement, pourrais-tu nous mettre un petit peu en contexte pour le bénéfice de tout le monde quelques-unes de ces définitions, de ces concepts que tu décris bien dans ton ouvrage, mais surtout la question qui est posée par notre ami Christian Néo ici, c'est quels sont les leviers pour mettre en place des leaders qui disposent de ces vertus dans le contexte de la RDC et peut-être en Afrique en général. À toi la parole. D'abord, merci beaucoup, Eric. Pour répondre à cette question, nous avons mis en place une panoplie de définitions de leadership, de vrai leadership, les qualités d'un leader. Je crois que nous parlons aussi de l'éthique, comme l'a dit Ignace tout à l'heure. C'est un leader qui pilote pratiquement dans le sens du développement, du leadership de développement, doit être un leader serviteur, visionnaire, moral, qui a l'essence éthique en lui, qui voit les choses pas comme les autres. Il doit être non seulement serviteur, il doit avoir l'essence d'anticipation de choses. Je parlais tout à l'heure de la guerre actuelle qui connaît les Congos, l'essence d'anticipation des leaders aussi sur le plan diplomatique. Donc, je parle de leader serviteur qui doit penser aux autres par la justice distributive et visionnaire, qui a l'essence morale, qui a l'essence éthique, qui a l'essence des sacrifices par rapport à sa population, qui sait ses données. Voilà un peu, il y a plusieurs qualités que doit avoir un homme qui joue le leadership politique de développement. Brièvement, c'est ce que je vais dire.
D'accord, Joël. Et puis, sur le plan des leviers, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur la question? Je n'ai pas très bien compris, Eric. Sur la question des leviers, en d'autres termes, on pose beaucoup les questions des obstacles, les questions des possibilités de mettre en place des leaders qui pourraient jouer un rôle plus positif sur le développement endogène, par exemple. Ah, OK. C'est qu'il faut, si je comprends bien ta question, c'est que c'est qu'il faut faire pour construire ce genre de leadership. Oui, Ah, c'est oui. ce que j'ai compris de la question de notre ami Néo. Oui. Ah, OK. Moi, je l'ai dit dans mon ouvrage, dans la partie piste des solutions, j'ai dit que le Congo a besoin d'une nouvelle génération d'élites politiques. Parce que ceux qui sont en place naviguent pratiquement ou se baignent dans un système. Nous avons besoin d'une nouvelle classe politique avec des gens qui ont de nouvelles idées, j'en parle dans l'ouvrage, d'une nouvelle classe politique avec de jeunes consciencieux qui peuvent jouer ces leaderships politiques de développement. Il faut changer la classe politique. Il faut que le jeune s'engage en politique. Et Michel me posait la question tout à l'heure, nous sommes à la veille des élections, qu'est-ce qui va se passer? Mais je ne vais pas être devin, par prédilection, vous allez voir que ce sont les mêmes têtes, ce sont les mêmes personnes avec le même système, les mêmes idées qui vont se retrouver au Parlement. Et les candidats au niveau de la magistrature suprême, ça sera peut-être les mêmes personnes. Alors ici, dans mon ouvrage, je demande à ce que le jeune s'engage pour essayer de briser un peu la glace, pour essayer de briser le système, pour créer pratiquement un nouveau système, donner une nouvelle impulsion dans le système politique congolais. Et sans cela, nous allons toujours nous retrouver dans les carcans du leadership politique de sous-développement avec les mêmes personnes, les mêmes individus, le même nom et qui produiront pratiquement le même résultat. Voilà. Merci, Joël. Alors, nous avons une question du professeur Hippolyte Sichua King Banza de la faculté de médecine de ton université, l'université de Kinshasa, que tu connais sans doute. Oui, il se dit lecteur assidu de ton œuvre. Alors, on le remercie. L'ouvrage, donc, mais il pose une très bonne question en même temps parce qu'il y a un élément historique dans sa question. L'ouvrage a été réalisé dans le contexte de l'ancienne province orientale qui comptait des districts de l'Ituri, du Bas-Ouélé, du Haut-Ouélé, de la Tsopo. La ville de Kisangani était considérée comme leur bien par les originaires de la Tsopo. Aujourd'hui, la Tsopo est devenue une province. Quels commentaires pourriez-vous faire face à la nouvelle donne quant à cette ville historique? Ah oui, merci beaucoup, Eric. Je salue le professeur Sichua Kibanza de la faculté de médecine. C'était un ami, un lecteur assidu. Je lis aussi beaucoup de ses ouvrages. Salut, professeur. Merci de participer à cette messe scientifique. Je vais dire tout simplement que l'ouvrage, c'est vrai, nous avons pris les contextes de l'ancienne province orientale, mais dans la démarche inductive, nous avons projeté le résultat sur l'ensemble de la République démocratique du Congo en essayant de toucher la réalité de chaque province. Je crois au dernier chapitre, lorsqu'il ira les débats, parce que je suis sûr qu'il a acheté l'ouvrage, et en essayant de lire les débats, que nous engageons avec les élites politiques, vous allez voir que nous essayons de dire une chose très, très importante. Aujourd'hui, parmi
les propositions qui étaient faites pour développer la République démocratique du Congo en général et la ville de Kisangani en particulier, il y avait ce que l'on disait la provincialisation de certaines entités décentralisées et essayer de procéder au découpage des anciennes provinces pour faire des districts de nouvelles provinces. Essayer de hisser le district au niveau de nouvelles provinces. Mais dans notre débat au niveau du dernier chapitre, nous essayons de démontrer que cette solution a échoué. Aujourd'hui, les anciens districts, les 4 districts de la province orientale qui constituaient pratiquement, qui fondaient l'enjeu de l'élite, aujourd'hui sont devenus des provinces. Ituri est devenue une province à part, la Chopo est devenue une province à part, le Haut-Ouélé, le Bas-Ouélé, et on a procédé au découpage croyant que c'est la solution. Non, mais il y a eu ce que j'appelle dans l'ouvrage la transmutation de la lite. Il y a eu la transmutation de la lite pour les leaderships, c'est-à-dire les élites qui se retrouvaient dans le contexte de l'ancienne province orientale à Kisangani en train de se combattre. Quand ils se retrouvent au niveau de l'Ituri, ils se font encore la guerre parce que ce sont les mêmes intérêts dans les champs social, dans le champ politique qui les divise. Autrefois, dans le contexte de la province orientale, il était les élites de Bas-Ouélé, de Haut-Ouélé, de l'Ituri, luttaient contre ceux de la Chopo. Mais lorsque ceux de l'Ituri se retrouvent entre eux, maintenant il y a une transmutation de conflits, tout simplement parce que les uns se retrouvent dans un autre camp, peut-être ethnique ou tribal, il commence à se faire la guerre et l'enjeu demeure toujours économique, politique, social, ainsi de suite. Donc, dans le contexte actuel, je crois que les découpages de nouvelles provinces ou la politique des provincettes n'a pas résolu le problème. La vraie solution réside autour de ce que j'ai appelé ici la construction d'un leadership politique de développement et puis le nationalisme de développement. Merci, Joël. Alors, une question ici avec quelques commentaires de la part de Gwelor Kassing-Reka. Une très bonne question, d'ailleurs, je pense, qui va t'amener à réfléchir un peu à comment tu situes ton ouvrage. Donc, une très bonne thèse, nous dit-il, nos dirigeants doivent se préoccuper, se procurer cet ouvrage. Mais une question se dégage, pouvons-nous nier l'impact de la colonisation et la domination occidentale sur le développement des pays africains? Ici, je donne par exemple l'ingérence française dans les pays comme le Mali, le Centrafrique, etc. Pouvons-nous dire de la communauté internationale à les mains blanches? Pouvons-nous dire que la communauté internationale à les mains blanches? Pouvons-nous nier l'impact de la religion occidentale sur le développement des pays africains? À toi la parole. Merci beaucoup, Eric. Merci à Kasereka pour cette très belle question. Je crois qu'en optant pour cette thèse qui consiste à voir la responsabilité des élites politiques congolaises, et nous n'excluons pas la responsabilité, n'est-ce pas, de l'Occident. Pour preuve, je parlais ici de l'histoire coloniale. Aujourd'hui, nous savons que la Belgique, par exemple, a d'une manière ou d'une autre une mainmise, a quelque chose toujours à dire dans la politique congolaise. Et même le dirigeant qui arrive, s'il faut observer objectivement la scène politique, les dirigeants qui arrivent en République démocratique du Congo, tout de suite, la première visite, je crois que c'est la Belgique et puis l'Occident en général. Il y a cette mainmise-là. Mais lorsque nous évaluons les choses, nous voyons que l'histoire coloniale, oui, c'est vrai. L'influence occidentale, c'est vrai. Mais
il faut voir la responsabilité de ces élites politiques locales. Il y a moyen aussi de discuter. Beaucoup de pays l'ont fait. Beaucoup de pays l'ont fait et beaucoup de pays africains. Les exemples sont légion, où il y a des pays où l'impulsion de développement était donnée à très peu de temps. Je prends les cas de la Tanzanie, je prends les cas du Ghana, je prends les cas du Sénégal dans une certaine mesure. Il y a deux exemples que l'on peut prendre comme ça. Et pour dire que lorsque les élites politiques s'engagent, ils peuvent négocier comme partenaire avec l'Occident. L'Occident joue sa carte, mais que les élites politiques locales aussi jouent leur carte pour essayer de donner cette impulsion positive pour relever la nation congolaise. Nous ne voulons pas dire qu'ici, nous sommes en train de laver tout simplement l'histoire coloniale. Je l'ai dit ici, j'ai passé beaucoup de temps au musée royal de Tervuren, en Belgique. Je vis, c'est là où on trouve pratiquement à 98% l'histoire du Congo. L'histoire du Congo colonial et même actuelle. J'y étais comme stagiaire. J'ai essayé de lire, je discutais avec les témoins de l'histoire coloniale pour voir un peu ce qui se passe. Et je suis arrivé à la conclusion selon laquelle nous avons une grande part de responsabilité. Parce que si l'Occident joue sa carte, il faut négocier avec lui. Merci, Joël. Alors, il nous reste environ une dizaine de minutes. Nous allons essayer de passer le plus de questions possible, mais aussi de s'assurer de donner la parole à un peu tout le monde. Alors, nous avons Kit Majoie ici qui nous dit qu'il est content de faire partie de cette réunion aujourd'hui, que ça répond beaucoup à des questions dont nous, la jeunesse congolaise, se pose souvent concernant le leadership. Sa question est celle-ci. Pourquoi l'élite congolaise en place, le gouvernement, en d'autres termes, ne cherche pas à changer le système? Pourquoi il ne vous contacte pas pour faire ce genre de réunion afin de voir clair sur le leadership? La parole est à toi. Oui, l'élite politique, je l'avais dit. L'autre fois, je discutais avec, lors de mon dernier séjour à Kinshasa, j'ai discuté avec un député, un parlementaire qui avait acheté l'ouvrage, qui a lu. Il m'a dit, bon, écoutez, Joël, tu as écrit ici une Bible. Tu as écrit une Bible. Moi, je lui ai dit, non, ben, écoutez, il ne faut pas exagérer. Il a dit, non, mais ça, c'est une Bible sur la question du leadership au Congo. Je crois que Michel, qui travaille avec ces hommes politiques, connaît un peu. Mais il ne nous contacte pas à cause du système qui est en place. Le système qui est en place fait en sorte que les élites politiques ne puissent pas manifester cette volonté de contacter l'intellectuel qui peut donner des suggestions pour le développement du pays. Donc, il faut que le système en place s'ouvre. Il n'y a pas que cette œuvre, il y a beaucoup de recherches qui sont effectuées à l'université de Kinshasa et dans toutes les universités du pays, mais toutes ces recherches, malheureusement, restent de lettres mortes, restent de lettres mortes dans des bibliothèques universitaires qui sont là, bon, de chapeler de bonnes intentions, mais personne ne les consulte pour le mettre en pratique. Donc, quelques élites qui lisent, qui m'ont contacté, ils s'arrêtent peut-être par ces bonnes intentions-là pour dire, bon, écoutez, nous allons, mais cela ne nous amène pas à croiser les bras. C'est pourquoi nous sommes en train de vulgariser cet ouvrage avec Michel et évidemment notre centre d'études en gouvernance qui nous aide dans ce sens. Et voilà. Merci beaucoup, Joël. Alors, la prochaine question nous provient de Samuel
Batumiki Kabagale. Pour rejoindre la question de Michel, ne pensez-vous pas que l'enseignant congolais soit à la base de ce sous-développement? Enseigne-t-il les vraies valeurs à leurs étudiants, élèves, ou ne constitue-t-il pas un pont par lequel passent des antivaleurs? Bonne question pour un professeur, n'est-ce pas, Joël? Oui, c'est vraiment une sorte de boutade. Franchement, c'est une très belle question, la responsabilité de l'enseignant congolais. Moi, je pense que l'enseignant congolais fait sa part. L'enseignant fait sa part, donne le maximum de ce qu'il peut faire, de ce qu'il peut donner, pardon, et quitte aux politiques de vulgariser ou d'aider toutes les classes sociales de s'imprégner de ce que l'enseignant donne. Moi, je pense tout simplement que nous faisons notre part avec la recherche. C'est pourquoi d'ailleurs nous écrivons, malgré les conditions qui ne sont pas réunies, totalement réunies. Je crois que l'enseignant essaie de se dépasser pour écrire. Je vois par exemple mon ami le professeur Ignace qui enseigne à l'Université de Montréal, qui est maintenant à Kinshasa, pas pour le tourisme, c'est pour enseigner, pour donner cours. Et il donne cours avec beaucoup de volonté et il va donner sa part. Bon, quitte à la population, quitte aux jeunes de profiter des connaissances qui sont données par les enseignants. Voilà, et aussi l'élite politique, comme je l'ai dit dans ce livre, est les donneurs principaux d'impulsion. Dans tous les pays, c'est l'élite qui a le pouvoir de décision. C'est l'élite qui doit vulgariser, c'est l'élite qui doit donner l'impulsion. Et il y a évidemment les élites économiques, il y a plusieurs types d'élites, mais le pouvoir décisionnel, ici, je crois que revient à l'élite politique, qui doit aussi aider l'enseignant, qui fait sa part, bien sûr. Merci. Alors, le temps passe, cher Joël. On a le temps encore peut-être pour une ou deux questions avant que je retourne la parole pour le mot de la fin à notre président de séance. Alors, mais je tiens à te poser celle-ci de Rebecca Lumbwe. Félicitations, professeur. Votre livre est une vraie révolution de la pensée politique congolaise. Ma question, faudrait-il faire une table rase de la classe politique actuelle pour promouvoir un leadership de développement en RDC? C'est une question très, très pertinente. Je sais que je vois mon ami Michel basculer la tête parce que c'est une question qu'il m'a toujours posée. Même Ignace s'est dit, mais écoutez, vous soutenez qu'il faut faire. Moi, je crois qu'il faut raser au vrai sens. Il faut balayer la classe politique. Lorsque vous lisez cet ouvrage, je crois que c'est au niveau du deuxième chapitre, nous essayons de parler un peu de l'élite politique congolaise, la construction de l'élite politique congolaise. Nous partons de cet adage, de ces principes du colonisateur belge qui disait au Congo, pas d'élite, pas d'ennui. Moi, je le prends dans l'autre sens pour dire pas d'élite actuelle, pas d'élite politique actuelle, pas d'ennui. Et l'élite actuelle, l'élite politique actuelle, qui pratiquement, qui circule, ce que disait Vilfredo Pareto, qui fait pratiquement la même circulation, avec les mêmes acteurs qui sont, lorsqu'il faut parler de la circulation des élites, qui occupent tous les postes, qui ne font que changer de posture dans les cercles de la circulation, comme présenté par Pareto. Ce sont les mêmes qui produisent les mêmes idées. Et le Congo a attendu pendant autant d'années les départs, excusez-moi de citer, de l'ancien président Kabila. Il y a eu de marches, il y a eu de manifestations, il y a eu de ceci, il y a eu de cela.
et il y a eu des morts, il y a eu des tueries. Alors les gens ont dit, écoutez, lorsque l'opposition va prendre les pouvoirs, les choses vont changer. Moi, j'étais de ceux qui disaient toujours que, mais cette opposition, mais c'est la même classe politique. Mais nous y sommes, l'opposition est au pouvoir depuis pratiquement 2018. Est-ce que les choses ont changé? Je suis navré de voir qu'il y a des gens qui plairent même l'ancien régime. Il y a des gens qui disent, mais nous étions mieux avant. Mais tout simplement parce que c'est la même classe politique, avec les mêmes acteurs, qui comprennent le système, le champ, avec les enjeux, les mêmes acteurs qui produisent le même résultat. Je pense qu'il faut changer les choses. Et pour y arriver, les jeunes, les intellectuels doivent entrer dans les systèmes en préservant leur objectivité. Voilà, je crois qu'il faut changer les systèmes, carrément changer. Et s'il faut maintenir certaines valeurs, certaines exceptions, mais je pense que les changements est de mise à 95%, je crois. Merci beaucoup, Joël. Alors, c'est tout le temps que nous avons pour la période de questions. Il y a quelques questions auxquelles on n'a pas pu répondre, on s'en excuse, mais j'aimerais remercier tous les participants et Michel également pour toutes ces excellentes questions qui ont enrichi la réflexion, qui t'ont aussi poussé, j'imagine bien, dans ta réflexion. Et sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à notre président de séance, le professeur Ignace Madoukou, pour le mot de la fin. Merci à tout le monde et à la prochaine. Merci. Moi, j'aimerais profiter pour dire un mot, remercier encore mon centre, le centre d'études en gouvernance pour cette opportunité qu'il accorde à tous ces chercheurs. Donc, c'est un leadership de développement que joue notre directeur, le professeur Éric Champagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joël, et merci, Éric, et toute l'équipe qui a travaillé sous votre égide pour la réussite de ces webinaires. La thématique était articulée autour du leadership et centrée autour du livre du professeur Joël Lissenga. Un leader ne tombe pas du ciel, il s'est construit. Mais où? Après avoir suivi la présentation du livre et l'échange entre Joël et Michel, ainsi que les réponses aux questions des participants, il me semble que la tâche qui nous attend est celle d'identifier le lieu d'où s'énoncent des nouvelles pratiques, un nouveau leadership, où s'élabore cette Afrique ou ce Congo avec un idéal et des valeurs qui permettent à cette terre d'Afrique de décoller. Et parmi ces valeurs, il y a le service des autres, le service de la communauté, l'intérêt général, l'intérêt public, l'intérêt collectif. Je vais conclure en citant Nelson Mandela qui disait « Ce qui compte dans la vie n'est pas le simple fait d'avoir vécu, c'est la différence que nous avons apportée à la vie des autres qui détermine la vraie signification de nos existences. » Fin de citation. Tel ne devrait-il pas être aussi le sens qu'un leader donnerait à son engagement. Merci Joël pour nous avoir fait découvrir les différentes acceptations et les sens que vous accordez à ces concepts de leadership visionnaire et révolutionnaire. Nous nous sommes bien retrouvés dans la nébulosité de ces concepts et nous repartons avec une connaissance qui va nous changer et changer notre pays. Merci à tous et à une prochaine fois.